Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Mon nom est Anna Ringena, je suis allemande. Le texte que je vais vous lire maintenant est la traduction française d'un chapitre de mon nouveau roman qui paraîtra d'abord en allemand. À la fin de l'été 2021, aux éditions Rheinstein à Berlin. Le titre français en sera « Sous silence ». Dans mon histoire, il est question de l'étrange relation amoureuse d'un Israélien envers une Allemande. Le cercle de travail pour le souvenir de Nienburg m'avait prié de lire ce chapitre en allemand pour le 27 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. David, le plus jeune de 5 enfants, est né le 24 octobre 1933 à Amsterdam. Son père, Jacob Salomon, était un banquier important à la Banque de change d'Amsterdam et sa mère, Paula Salomon, née Eisenman, était la fille d'un marchand d'objets d'art connu. Jacob et Paula étaient tous les deux issus des vieilles familles juives. L'arbre généalogique de Jacob remontait même jusqu'aux Juifs portugais, à l'origine immigrés du Maroc, qui immigrèrent à la fin du XVIe siècle comme Maran à Amsterdam et y pratiquèrent de nouveau leur judaïsme. Ils fêtaient Yom Kippour, Hanouka, Rosh Hashanah et Pessah selon la tradition juive, firent circoncire leurs 3 fils, Simon, Avi et David, et avaient des contacts assez relâchés avec les cercles sionistes autour de Theodor Herzl. Ils aimaient l'avant-garde artistique européenne, René Magritte, Salvatore Dali, Max Ernst, et lisaient Apollinaire, Proust et Tucholsky. Ils suivaient avec grand intérêt la naissance de la psychologie ainsi que les événements en Russie. Les premiers kibboutz se formaient en Palestine et ils rêvaient d'une vie dans le pays de David et Salomon. Leurs filles, Charlotte et Rachel, tout comme leur frère, fréquentaient le lycée Montessori à Amsterdam et avaient de grands projets d'avenir. Charlotte voulait devenir médecin, tandis que Rachel voulait aller en Palestine après la guerre pour y vivre dans un kibboutz. La maison des Salomon, une grande villa à la périphérie d'Amsterdam, était connue par ses concerts, lectures et expositions. Artistes, musiciens, philosophes et poètes s'y rencontraient le dimanche dans le vaste salon des Salomon, dans lequel on discutait vivement aussi de politique et de religion. Les concerts et les expositions étaient bien fréquentés. On y mangeait et buvait, on fêtait et riait, et pour la société distinguée d'Amsterdam, la villa Salomon était une adresse convoitée. C'était un honneur d'y être invité. Dans les années 20 et même aussi au début des années 30, des hôtes illustres de la scène artistique européenne y avaient leur rentrée. Jacob et Paula parlaient plusieurs langues couramment. Paula, qui elle-même aimait peindre et avait un certain talent, découvrit très tôt le don exceptionnel de son plus jeune fils David. Dès qu'il put tenir un crayon, il commença à peindre. Paula elle-même l'encouragea dans ses premières années. Quand il grandit, on engagea un professeur de dessin privé que David adorait. Jean-Claude Delafeuille était français et travaillait comme professeur au lycée Montessori.
Il était très proche des surréalistes ainsi que du poète et peintre André Breton. Jean-Claude emmenait souvent le petit David, alors âgé de 6 ans, faire des excursions au bord de la mer du Nord. Là, ils installaient leurs chevalets sur un pâturage et peignaient des vaches que David admirait tant. Il leur donnait des ailes et les faisait planer dans le ciel au-dessus des vertes prairies et de ses marécages. Il était fasciné par les motifs qui semblaient ne pas aller ensemble, qui étaient même contre nature et qui l'entraînaient dans un monde féerique dont il avait du mal à ressortir. Il aimait être dans 2 mondes en même temps. Une fois, quand il avait 5 ans, il lança une assiette en l'air et fut étonné que l'assiette tomba par terre et se cassa. Il lui avait pourtant donné des ailes, dit-il alors. L'assiette aurait dû voler. Quand il eut 7 ans, Paula organisa sa première exposition et le public fut enthousiasmé. David, quant à lui, s'était retiré et ses parents respectaient son souhait. Il était un enfant extrêmement timide, avait peu d'amis et ce qu'il aimait le mieux, c'était de se cacher en été dans le parc de la villa avec un crayon et un bloc de papier, ou en hiver de lire ou de peindre seul dans la grande bibliothèque. Et puis, il y avait une jeune fille, Gertie de Jong, la fille du collègue de son père, Piet de Jong, qui l'adorait. Gertie était blonde et belle et avait déjà 17 ans. Elle s'occupait des enfants Salomon le soir quand les parents n'étaient pas là. David était son préféré. Elle caressait tendrement en lui disant bonne nuit et l'embrassait. Il fermait les yeux et se sentait bien et en sécurité. Elle disait toujours que quand il serait grand, elle l'épouserait. David l'avait pris au sérieux et considérait Gertie comme sa future épouse. Il peignait des portraits d'elle dans lesquels il la transformait en roses et en animaux fabuleux. Gertie était sa fille, son amante, son adorée. Le 9 avril 1940, les Allemands envahirent la Hollande. Ils organisèrent une administration civile dirigée par des nazis fanatiques. La Hollande était un pays frère de race. Tout à coup, David entendit comment on criait juif derrière lui. On le montrait du doigt et riait sardoniquement. Et en plus, avec ses boucles noires et ses grands yeux sombres, il ne passait nulle part inaperçu. Le nombre de visiteurs hollandais diminua à la Villa Salomon. Quelques artistes avaient émigré en Suisse ou avaient fui aux États-Unis. Les Juifs furent éloignés de la vie culturelle ainsi que des services publics. Jean-Claude Delafeuille disparut soudainement sans laisser de traces et c'est longtemps après la fin de la guerre que David apprit son destin. Artiste homosexuel de l'art dégénéré, il avait été assassiné dans le camp de Dachau. Les de Jong, Gertie en tête, continuaient de prendre parti pour eux. David se sentait protégé auprès de Gertie. Il était heureux quand elle le prenait dans ses bras doux et le consolait quand d'autres enfants se moquaient de lui dans la rue. Jacob perdit son emploi à la banque de change. Il dut reporter l'étoile jaune sur laquelle était marqué juif.
Pendant longtemps, Jacob et Paula ne purent pas le croire. Paula était habituée à être traitée partout avec respect. Les galants, qui maintenant ne venaient plus, lui avaient toujours fait la cour et dans son épicerie habituelle, on ne la servait plus. Maintenant, elle devait prendre la voiture pour aller faire ses courses dans un magasin juif. Un matin, elle ne voulut plus se lever et devint muette. Les frères et sœurs de David, eux aussi, se replièrent sur eux-mêmes. Lorsque l'école fut interdite aux enfants et que des nouvelles inquiétantes sur des soi-disant déplacements parvinrent au Salomon, ils essayèrent de quitter la Hollande pour émigrer en Palestine. Mais c'était déjà beaucoup trop tard, et même avec beaucoup d'argent, il n'y avait plus aucune possibilité. En 1942, alors que les razzias étaient de plus en plus fréquentes au cours desquelles la Gestapo et les SS confisquaient les maisons et les appartements des Juifs, la famille de David put se réfugier chez les De Jong. Toutefois, pour beaucoup d'argent que l'on devait payer tous les mois. Comme David l'apprit plus tard, Pete De Jong avait de grosses dettes, si grosses qu'il était au bord de l'insolvabilité privée. Jacob attendait beaucoup de ses contacts avec les cercles sionistes pour organiser une fuite vers l'Angleterre. Mais cela resta sans succès. Pendant 2 ans, ils vécurent à 7 personnes dans la cave confortablement aménagée des De Jong. Paula s'était éveillée de son état dépressif. Simon, Avi, Charlotte et Rachel avaient mis sur pied un emploi du temps et leurs parents leur enseignaient des langues. David faisait des devoirs de lecture, d'écriture et de calcul. Il dessinait et peignait jour après jour sa vie dans la cave, comme dans un journal intime. Gertie De Jong venait voir la famille tous les jours. Elle leur apportait à manger, des articles d'hygiène et de cosmétiques, des livres et quelquefois un beau vêtement. Elle prenait David dans ses bras et il était trop heureux quand elle lui passait la main dans les cheveux. Elle contemplait et admirait les tableaux qu'il lui offrait souvent et sur lesquels il déposait un baiser avant de les donner à Gertie. Gertie, qui maintenant avait presque 20 ans, avait un fiancé, Jos Eckinga, national-socialiste convaincu. C'était un bel homme, blond, grand, large d'épaules, et comme Gertie était plutôt bavarde et ne prenait au sérieux ni les idéologies ni les religions, elle raconta à Charlotte et à Rachel et leur montra toute fière une photo de son beau Jos. Et dit à David, « Tu viendras nous voir quand nous serons mariés, n'est-ce pas ?» David sombra dans une profonde mélancolie et Rachel vit tout de suite que ce Jos portait un uniforme SS. Elle en parla à Gertie qui haussa simplement les épaules et assura au Salomon qu'ici, dans cette cave, ils étaient parfaitement en sécurité. Pourtant, les enfants Salomon ne savaient pas que la source de financement était tarie. La réserve d'or de Jacob était épuisée et sa fortune à la banque confisquée depuis longtemps. Alors, pour les De Jong,
Ils devinrent une charge, car les créanciers étaient toujours sur leurs talons. C'est ainsi que le 15 janvier 1944 arriva. David avait 11 ans entre-temps. Ils avaient juste le temps de prendre quelques affaires. Il faisait très froid. D'étranges adieux. David a gardé toute sa vie l'image de la famille de Jong dans son esprit, comme ils formaient une haie, comme ils assuraient, en le regrettant qu'ils n'avaient pas pu l'empêcher. Gertzi, dont les cheveux blancs relevés et une couronne tressée brillaient dans le soleil de janvier, avait le regard honteusement baissé vers le sol. Du coin de l'œil, David vit comme elle essaya de saisir furtivement sa main. Un camion dont la surface de chargement était remplie de gens les emmena à la gare d'Amsterdam où, entassés dans des trains de marchandises bondés, ils furent transportés d'abord à Westerbork et de là à Auschwitz. Là-bas, les attendait un soi-disant camp familial qui servait d'exemple modèle pour les journalistes étrangers. L'hébergement était extrêmement rudimentaire, mais la famille pouvait rester ensemble. Jacob et Paula furent engagés comme professeurs. Avi et Simon dans une menuiserie. Rachel et Charlotte dans une infirmerie. David prenait part à des cours donnés très arbitrairement, comme si de toute façon ils n'ayaient aucun sens. C'est dans cette école que Heinrich Kaurich, commandant du camp familial, découvrit le talent exceptionnel de David, qui eut une position privilégiée. Kaurich, officier d'un certain âge de la Wehrmacht, l'avait choisi pour qu'il fasse des promenades avec lui et qu'il dessine ce qu'il voyait. Dans le civil, il avait été professeur à l'école des beaux-arts à Berlin. Il posait sa main sur les cheveux de David et, comme la main de Gertzi, cette main aussi lui caressait la tête et touchait sa nuque. L'odeur fétide, apportée par le vent, émanait des grandes cheminées de Birkenau, un petit endroit près de là. Elles étaient constamment en activité et jour après jour, elles expulsaient des nuages de fumée, tantôt jaunes, tantôt noirs. Et David les peignait, jour après jour, en secret. Il y avait des journaux étrangers pour lesquels David devait prendre l'idée de la vie familiale dans aucune distanciation pour montrer au monde les déplacements confortables des Juifs à l'Est. On organisait même des expositions pour les tableaux de David et des journalistes du monde entier venaient et les photographiaient. Mais Jacob et Paula savaient ce qui les attendait. Les plus âgés des enfants n'acceptaient pas ces pensées. Ils croyaient fermement à la fin proche de la guerre et à la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Dans la tête de David, cependant, les nuages de fumée devenaient de plus en plus épais. Avec Heinrich Kaurich à Birkenau, il devait marcher le long des baraques, devant lesquelles les gens se groupaient pour se mettre en marche vers les chambres à gaz. Il devait l'accompagner et regarder pendant que les gens se déshabillaient. Kaurich
l'obligeait à dessiner ce qu'il voyait, car les dessins de David rendaient bien plus qu'une photo, et le commandant du camp voulait un souvenir tout particulier de ces événements. Eux, c'étaient des femmes, des hommes, des enfants, avec leurs têtes tondues et leurs yeux complètement vidés. Ils savaient que personne ne revenait des douches. Il ne restait que la fumée jaunâtre. Heinrich Kaurich riait et passait sa main sur le dos de David. Après 6 mois, le camp familial fut dissous. David ne rêvait plus jamais ses parents et ses frères et sœurs. Heinrich Kaurich s'arrangea pour que David reste sous sa protection. Mais bientôt, son talent s'évanouit. Il ne peignait plus que des cheminées et de la fumée. On le garda en vie, caché dans un petit cagibi, uniquement pour satisfaire les besoins du gardien. Le 27 janvier 1945, le camp fut libéré par les soviets. C'est par hasard que les soldats découvrirent ce qui restait de David. Avec d'autres survivants, il se retrouva dans un camp pour displaced people et de là, grâce à l'aide de l'organisation Bricha, sous la direction de Abba Kovna, il put aller en Palestine via la France. Ce fut un long voyage qui se termina enfin par une chaude journée d'août 1945 dans le port de Haïfa, quand Aaron et Esther Rosenbaum vinrent le chercher et qu'il trouva dans le kibbutz Jivat Yalom un nouveau chez soi. Cela dura des mois, jusqu'à ce qu'il recommence à parler, à manger et à peindre. Il allait à l'école du kibbutz, habitait dans le foyer d'enfants et passait le week-end avec ses parents adoptifs et ses nouveaux frères et sœurs, Amos, Sui, Sipora et Fania. Comme tous les membres du kibbutz, il faisait sa ronde de nuit avec un vieux fusil chargé. Courbé, il se faufilait le long des frontières du kibbutz, accompagné par le chant des grillons et le hurlement des chacals, toujours dans l'attente d'une attaque. Aaron Rosenbaum faisait partie des membres fondateurs du kibbutz Jivat Yalom et y vivait déjà depuis 1928. Sa femme, Esther, venait d'un kibbutz dans les montagnes judaïques. Tous les deux travaillaient dans la fabrique de jus, qui produisait de jus orange. Les nouveaux frères et sœurs de David veillaient sur lui, ne lui posaient pas de questions. Il partageait son temps entre l'apprentissage de l'hébreu et le travail comme kibbutznik dans les jardins et les parcs publics, dans les étables et les bergeries. Cela dépendait où on avait besoin de lui. Il célébra sa bar mitzvah dans une petite synagogue en bois et tout le monde lui sourirait gentiment quand il dut lire ses vers de la Torah et était incapable de le faire. Montre tes dessins, lui avait conseillé Aaron. C'est ce qu'il avait fait et après, il s'était joint au chant du Shema Israël. Après sa bar mitzvah, il recommença lentement à peindre d'autres motifs. Les cheminées se transformaient et cela lui refaisait maintenant de plus en plus plaisir d'être avec les vaches. Il se fabriqua un chevalet et dessinait avec du charbon
et des pépins de grenade concassés qui produisaient un rouge lumineux. Il redonna des ailes aux vaches. Elle ne passait plus maintenant sur les toits des fermes hollandaises, mais volait au-dessus du désert dans un ciel bleu. Bientôt, ses dessins parurent dans le journal du kibbutz. Il parlait encore très peu et n'aimait pas qu'on le touche. Lui, jeune garçon peintre hollandais, dont le crayon, le pinceau produisaient des images si bizarres, lui qui était si beau et dont les yeux sombres attiraient particulièrement les filles, il conquit les cœurs dans le kibbutz. Lorsqu'il eut 18 ans, le temps de son service militaire commença. Il dut aller à l'armée pendant 3 ans. L'État d'Israël existait depuis 3 ans. Son plus grand souhait était, après, de faire des études d'art à Jérusalem ou à Tel Aviv. Le conseil du kibbutz le laissa partir, de même que ses parents adoptifs et ses nouveaux frères et sœurs. Ils savaient tous que sa vocation n'était ni dans le travail corporel, ni dans le travail administratif pour le kibbutz. Pourtant, le kibbutz ne pouvait pas payer ses études. Cela était contre les règlements. David ne voulait pas entendre si longtemps. Il n'avait pas encore de projet concernant de son financement. Il comptait sur sa chance. On organisa une grande fête pour son départ et beaucoup pleurèrent, bien que ce ne soit pas un adieu pour toujours. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de ma lecture. Je vous remercie de votre attention et de votre indulgence concernant de ma prononciation du français. Tous mes remerciements vont aussi à Jackie Dijon pour son magnifique tableau qui m'a permis de présenter au début de mon film.